Si vous pouviez vous tenir à la surface de la Lune et regarder en arrière, à travers le vide sombre et silencieux de l'espace, vous verriez un spectacle qui défie cruellement le reste du système solaire. Vous verriez une sphère de saphir éclatante, enveloppée de nuages blancs tourbillonnants, brillant sur un fond noir infini. Elle semble paisible. Elle semble accueillante. Elle ressemble à un joyau. Mais pour un cosmologue, cette bille bleue est bien plus que de la simple beauté. C'est un problème, c'est un paradoxe. Selon toutes les lois de la physique et de la formation planétaire, cette eau ne devrait pas être là. Nous vivons sur une planète recouverte à 70% d'eau liquide. Pourtant, nous orbitons autour d'une étoile qui est une véritable fournaise nucléaire. Nous existons dans une zone du système solaire où la chaleur aurait dû évaporer la moindre goutte d'humidité il y a des milliards d'années. La Terre devrait être une roche sèche et brûlée, aussi stérile que Mercure ou aussi poussiéreuse que Mars. Mais au lieu de cela, nous nous noyons dans les océans. Cette eau est la caractéristique fondamentale de notre monde, le berceau de notre biologie et le solvant de notre existence. Pourtant, son origine est l'un des mystères les plus profonds et les plus contestés de la science. Est-elle tombée du ciel sous une pluie de comètes? S'est-elle échappée des profondeurs des roches elles-mêmes? Ou est-ce un fantôme d'une époque antérieure à l'existence même de la Terre? Ce soir, nous retraçons l'origine des océans. Nous remonterons au temps du feu, à l'âge des grandes pluies, et nous découvrirons l'histoire secrète de l'eau qui se trouve dans votre verre. Alors, avant de vous installer confortablement, prenez un moment pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez sincèrement ce que je fais ici. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez et quelle heure il est chez vous. Il est toujours fascinant de voir qui nous rejoint des quatre coins du monde. Maintenant, baissez les lumières. Allumez peut-être un ventilateur pour ce doux bourdonnement de fond. Et laissons-nous porter ensemble dans le voyage de ce soir. Pour comprendre pourquoi nos océans sont un tel mystère, nous devons d'abord regarder nos voisins. Le système solaire interne est un quartier de roches et de feu. Mercure, la planète la plus proche du Soleil, est un monde boursouflé et sans air, fait de fer et de pierre, cuit par les radiations solaires. Vénus, notre jumelle par la taille, est un paysage d'enfer fait d'une pression atmosphérique écrasante et d'une chaleur de serre incontrôlée, où toute l'eau qui aurait pu exister s'est évaporée dans l'espace il y a des éons. Mars, la planète rouge, est un désert gelé, un endroit où l'eau n'existe que sous forme de glace piégée dans les calottes polaires ou enterrée profondément sous terre, fossile d'un passé plus humide. Et puis, il y a la Terre. Nous sommes l'anomalie. Nous sommes la seule planète de l'univers que nous connaissions où l'eau existe simultanément sous ces trois états, sous forme de glace, de vapeur et surtout de liquide. Nous sommes un monde d'eau, dans une région de l'espace farouchement hostile à l'eau. Sa quantité est vertigineuse. Il y a plus d'1,3 milliard de kilomètres cubes d'eau à notre surface. Elle remplit des bassins de 5 kilomètres de profondeur. Elle creuse des canyons. Elle sature l'atmosphère. Et elle coule dans les veines de chaque être vivant. Cette abondance défie le modèle standard de construction des planètes. Dans le disque violent, chaud et tourbillonnant de poussière et de gaz d'où est né le système solaire, la zone proche du jeune Soleil était tout simplement trop chaude pour que l'eau puisse se condenser. Elle aurait dû être vaporisée, expulsée vers les confins du système par le vent solaire. La Terre s'est formée dans cette zone sèche. Elle est née de roches arides, dans une région brûlante, sous une étoile ardente. Ainsi, quand vous regardez l'océan Pacifique, vous contemplez quelque chose qui, théoriquement, ne devrait pas exister. C'est une substance extraterrestre
qui a réussi à trouver un foyer là où elle n'a pas sa place. Pour découvrir comment elle est arrivée ici, nous devons examiner la frontière invisible qui divise notre système solaire en deux. Les astronomes ont cartographié une limite invisible dans l'espace, une frontière thermique connue sous le nom de ligne de gel ou ligne de neige. Elle fonctionne sur le même principe qu'un feu de camp par une nuit froide. Près du feu, il fait trop chaud pour que la neige existe. L'eau ne peut exister que sous forme de gaz ou de vapeur. Mais si vous vous éloignez suffisamment dans l'obscurité, vous franchissez un seuil où la température chute suffisamment pour que l'eau gèle en glace solide. Dans le système solaire primitif, cette ligne était située approximativement entre les orbites de Mars et de Jupiter. Tout ce qui se trouvait à l'intérieur de cette ligne, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, s'est formé dans la zone sèche. Ici, la chaleur intense du jeune Soleil vaporisait tout composé volatile comme l'eau. Les grains de poussière qui se sont agglomérés pour bâtir notre planète étaient ceux rocheux et métalliques, dépouillés de leur humidité. Mais au-delà de cette ligne, dans les étendues froides où résident les géantes gazeuses, l'eau était abondante. Elle a gelé en cristaux de glace, durs comme de la roche, formant de vastes réservoirs de comètes et de lunes glacées. Selon les lois de la formation planétaire, la Terre se trouve du mauvais côté de la barrière. Nous sommes bâtis à partir de la poussière sèche du système interne, et pourtant, nous sommes recouverts de la glace du système externe. La naissance de notre planète ne fut pas une accumulation douce de matière. Ce fut un derby de démolition violent et chaotique. Il y a 4,5 milliards d'années, la Terre a grandi par accrétion. D'innombrables astéroïdes, planétésimaux et rochers se sont écrasés les uns contre les autres, leur gravité les soudant en une sphère grandissante. Chacune de ces collisions libérait une quantité phénoménale d'énergie cinétique, instantanément convertie en chaleur. La jeune Terre n'était pas seulement chaude, elle était en fusion. Dans cette forge de la création, même s'il y avait eu des traces d'eau piégées dans les roches originelles, la chaleur intense de l'accrétion les aurait probablement évaporées. L'eau se serait échappée sous forme de vapeur, balayée par le vent solaire féroce du soleil nouveau-né, bien plus actif et violent que l'étoile que nous connaissons aujourd'hui. Le modèle standard suggère que la Terre naissante était une roche sèche comme un os, une bille de magma stérile en orbite dans un nuage de poussière. Elle avait un noyau de fer et un manteau de silicate, mais il lui manquait les ingrédients volatiles de la vie. C'était un monde sans une goutte de bleu. Revenons à cette époque, Léon, Adéen. Le nom vient d'Hadès, le monde souterrain grec, et c'est un titre approprié. Si vous pouviez voir la Terre il y a 4,5 milliards d'années, vous ne la reconnaîtriez pas. Il n'y avait pas de continent, pas de verdure, pas de mer. La surface était un océan bouillonnant et incandescent de roches fondues, un champ de lave global qui rayonnait sa chaleur dans le vide noir de l'espace. Le ciel, au-dessus de cet océan de magma, n'était pas bleu. Il était probablement d'un orange ou d'un rouge brumeux et toxique, étouffé par le dioxyde de carbone, l'azote et la roche vaporisée. La pression atmosphérique aurait été écrasante. Dans ce paysage infernal, l'eau liquide était une impossibilité physique. Toute molécule de H2O qui touchait la surface se transformait instantanément en vapeur et se perdait dans la haute atmosphère. C'était le point zéro de notre planète. C'était un monde de feu défini par l'absence absolue du liquide qui la recouvre aujourd'hui. Et pourtant, en regardant cette sphère brûlante, nous savons que quelque chose de miraculeux était sur le point de se produire. D'une manière ou d'une autre, cette boule de feu devait refroidir,
et la roche sèche devait devenir humide. La transformation de l'enfer ADN en monde d'eau est la plus grande métamorphose de l'histoire du système solaire. Juste au moment où la jeune Terre commençait à refroidir, juste au moment où elle aurait pu commencer à former une croûte mince et fragile, l'univers a porté un coup qui a totalement réinitialisé l'horloge. C'est l'hypothèse de l'impact géant. Elle suggère qu'il y a environ 4,5 milliards d'années, la Terre n'était pas seule sur son orbite. Elle était traquée par un autre corps planétaire, un monde de la taille de Mars que les scientifiques ont nommé Theia. La collision était inévitable. Ils ont percuté la prototerre avec une force qui dépasse l'entendement humain. Ce ne fut pas seulement un impact, ce fut une fusion. La violence de cet événement a complètement liquéfié la planète. Elle a projeté des billions de tonnes de roches fondues en orbite, un anneau de feu qui allait finir par fusionner pour former notre Lune. Mais pour l'histoire de l'eau, ce moment est critique, car il s'agit d'un événement de stérilisation. La chaleur générée par l'impact était si intense qu'elle aurait vaporisé toute atmosphère volatile que la Terre avait réussi à conserver. S'il y avait des flaques, s'il y avait des mers primitives peu profondes, ou même des roches humides, elles furent instantanément annihilées. Les molécules d'eau furent projetées dans le vide, perdues à jamais. La Terre est restée en rotation, titubante et totalement asséchée. Ce fut un bouton de réinitialisation qui garantit un commencement sec comme la pierre. Après la violence de l'impact de Theia, un silence profond est tombé sur le système solaire. Les débris se sont dissipés. La Lune s'est stabilisée sur son orbite et la Terre a commencé le long et lent processus de guérison. L'océan de magma, autrefois bouillonnant et chauffé à blanc, a commencé à s'assombrir à mesure que la chaleur rayonnait vers l'espace. La température de surface a chuté. Une peau a commencé à se former sur la surface de la lave. Ce fut la première croûte. C'était probablement un paysage noir et déchiqueté de basalte et d'obsidienne, fragile et instable, craquant et s'enfonçant constamment dans les profondeurs en fusion. Imaginez un monde de verre noir sous un soleil lointain et pâle. Il n'y avait aucun bruit de vent, car il n'y avait presque pas d'atmosphère. Aucun bruit de vagues. Le seul son était le craquement de la roche qui refroidit et le grondement sourd et profond du manteau en dessous. C'était un monde sec, silencieux et monochrome. Le récipient était prêt. La coupe était formée. Mais elle était vide. La planète était un désert aride flottant dans le noir, attendant une gorgée qu'elle ne pouvait se donner elle-même. L'eau devait venir d'ailleurs. Elle devait être livrée. Et, il y a environ 3,9 milliards d'années, le service de livraison est arrivé. Le système solaire n'était pas le mécanisme d'horlogerie stable que nous voyons aujourd'hui. Les planètes géantes, Jupiter et Saturne, migraient, déplaçant leurs orbites dans une danse gravitationnelle qui a plongé le reste du système dans le chaos. Leur immense gravité a agi comme une fronde, perturbant les orbites de millions d'astéroïdes et de comètes résidant dans les confins froids du système. Ces roches glacées ont été projetées vers l'intérieur, vers le Soleil, et directement sur la trajectoire de la Terre. Cette ère est connue sous le nom de grand bombardement tardif. Pendant des millions d'années, le ciel est tombé. La Terre a été martelée par une pluie de débris cosmiques. Ce n'étaient pas de petits météores. C'étaient des morceaux de roche et de glace, de la taille de montagnes, s'écrasant dans la croûte noire, avec la force d'arsenaux nucléaires. En regardant vers le haut depuis la surface, le ciel nocturne aurait été un kaléidoscope terrifiant de traînées et d'éclairs. Ce ne fut pas une catastrophe. Ce fut une mission de ravitaillement. Ces impacteurs étaient les transporteurs, les cargos cosmiques chargés de la seule chose qui manquait à la Terre. Ils apportaient des composés volatiles,
les gaz gelés et, surtout, la glace qui allait finir par transformer la planète noire en bleu. Quand les scientifiques ont commencé à chercher la source de l'eau terrestre, leurs yeux se sont naturellement tournés vers le système solaire externe. Là, dérivant dans le froid sombre au-delà de Neptune, se trouvent les comètes. Ce sont les boules de neige sales du cosmos, des vestiges anciens de l'aube du système solaire, composés en grande partie de gaz gelés, de poussière et de glace d'eau. Ce sont des transporteurs spectaculaires. Quand une comète tombe vers le système solaire interne, le Soleil la chauffe et elle libère une magnifique queue de vapeur, preuve visuelle de l'eau enfermée à l'intérieur. Pendant des décennies, la théorie dominante voulait que ces comètes soient les architectes de nos océans. C'était tout à fait logique. Pendant le grand bombardement tardif, des millions de ces corps glacés auraient été projetés vers la Terre. Chaque impact aurait livré une cargaison massive de glace qui aurait fondu instantanément à l'entrée ou à l'impact, s'ajoutant à l'atmosphère de vapeur croissante de la jeune planète. C'était une notion romantique. L'idée que nos océans sont essentiellement des comètes fondues, que l'eau de nos veines est tombée des confins les plus lointains et les plus froids de la galaxie. Cela suggérait que la Terre n'était qu'un seau sec rempli au fil du temps par un tuyau cosmique. Mais la science exige des preuves, pas seulement des théories élégantes. Pour prouver que les comètes ont rempli nos océans, nous devions les goûter. Nous devions comparer la signature chimique de l'eau sur Terre avec celle de l'eau d'une comète. L'eau n'est pas toujours seulement du H2O. Parfois, l'atome d'hydrogène porte un neutron supplémentaire, ce qui le transforme en deutérium, ou hydrogène lourd. Le ratio entre l'eau normale et l'eau lourde agit comme une empreinte digitale. Il indique où l'eau a été fabriquée et dans quelles conditions. En 2014, la sonde Rosetta a accompli un miracle de navigation. Rattrapant la comète 67P, après une course de 10 ans dans le vide, elle a largué un atterrisseur nommé Philae sur la surface glacée pour renifler la vapeur d'eau. Les résultats furent un choc. L'eau sur la comète était lourde. Elle avait un ratio de deutérium 3 fois plus élevé que l'eau de nos océans. Ce n'était pas compatible. Si nos océans avaient été livrés par des comètes comme 67P, la chimie de notre monde serait fondamentalement différente. Cette découverte a exclu les comètes comme source primaire. La théorie romantique s'est effondrée. Les boules de neige sales ont pu ajouter une pincée d'eau ici et là, mais elles n'ont pas rempli le bassin. Le vrai livreur était quelqu'un d'autre, quelqu'un de bien moins évident. L'enquête s'est détournée des comètes glacées pour se porter vers leurs cousins plus secs et plus rocheux, les astéroïdes. Plus précisément, une classe de roches spatiales anciennes appelées chondrites carbonées. À l'œil nu, elles ressemblent à des pierres grises ordinaires et ternes. Elles ne brillent pas de glace. Elles n'ont pas de queue. Mais dans l'espace, les apparences sont trompeuses. Ces roches sont comme des éponges cosmiques. Leur structure minérale est riche en argiles hydratées, des minéraux qui possèdent des molécules d'eau étroitement verrouillées à l'intérieur de leur réseau cristallin. Elles peuvent contenir jusqu'à 20% d'eau en poids. Ces astéroïdes se sont formés plus près de la Terre, dans la ceinture d'astéroïdes, une région assez froide pour qu'un peu d'eau survive, mais pas assez pour créer de la glace pure. Pendant le bombardement, ce sont probablement ces roches humides qui ont plu par trillions. Elles n'ont pas apporté l'eau sous forme liquide ou de glace, mais sous forme d'humidité emprisonnée dans la pierre. En s'écrasant sur la terre, la chaleur de l'impact a libéré l'eau, la relâchant sous forme de vapeur. Ce ne fut pas une inondation soudaine, mais une accumulation lente et laborieuse. Météore après météore, caillou après caillou, les océans furent livrés sous forme de poussière hydratée. C'est la théorie du vernis tardif.
Elle suggère que le bleu de notre monde est essentiellement une couche de peinture, un revêtement humide et fin livré par des cargos rocheux arrivés juste après la formation de la planète. Pendant longtemps, l'histoire de l'eau fut une histoire de livraison. Nous supposions que la Terre était un récipient sec qui devait être rempli par une main extérieure. Mais ces dernières années, une théorie nouvelle et radicale a émergé. Une théorie qui remet en question l'idée même d'une naissance à sec. Et si l'eau n'était pas tombée du ciel? Et si elle était déjà là, cachée depuis le tout début? C'est l'hypothèse de la source interne. Elle suggère que les grains de poussière qui se sont agglomérés pour former la Terre n'étaient pas aussi secs que nous le pensions. Même dans la chaleur du système solaire interne, des molécules d'eau auraient pu s'accrocher aux particules de poussière, piégées dans la structure chimique de la roche elle-même. Si cela est vrai, alors la Terre est née enceinte d'océans. À mesure que la planète se formait, que la gravité écrasait la poussière en roche et la roche en planète, cette eau a été enterrée. Elle a été verrouillée profondément dans le manteau, dans la roche chaude et sous pression à des milliers de kilomètres sous la surface. Les océans que nous voyons aujourd'hui ne sont pas un revêtement extraterrestre. Ils sont la sueur de la planète. Ils sont le résultat de l'expiration par la Terre de l'humidité qu'elle détenait depuis l'instant de sa conception. Cela nous force à regarder le sol différemment. La roche solide n'est pas une barrière pour l'eau. Elle pourrait être le plus grand réservoir de tous. Cette idée semble impossible. Comment la roche solide peut-elle contenir de l'eau, surtout dans la chaleur écrasante de l'intérieur de la Terre? Pour le prouver, les scientifiques ont dû recréer les conditions infernales du manteau. Ils ont utilisé un appareil appelé cellule à enclume de diamant. Ils ont pris de minuscules échantillons de minéraux, les ont placés entre les pointes de 2 diamants de qualité gemme et ont pressé. Ils ont généré des pressions équivalentes à celles régnant à des centaines de kilomètres sous terre, tout en bombardant l'échantillon avec des lasers pour simuler la chaleur. Ce qu'ils ont découvert a changé la géologie. Dans ces conditions extrêmes, les minéraux n'ont pas seulement craqué ou fondu, ils ont changé de structure. Ils se sont métamorphosés en de nouvelles formes de haute pression qui agissaient comme des cages moléculaires. Et à l'intérieur de ces cages, il y avait de la place pour l'hydrogène et l'oxygène. Les expériences ont prouvé que la roche, sous une pression suffisante, agit comme une éponge. Elle peut absorber et retenir des molécules d'eau à l'intérieur de son réseau cristallin. Elle ne paraît pas humide. Elle reste de la pierre solide, mais chimiquement, elle est saturée. Cette découverte a ouvert la porte à un monde caché, un océan potentiel verrouillé dans la pierre sous nos pieds. La preuve irréfutable de cette théorie a été trouvée à l'intérieur d'un diamant qui avait été vomi par un volcan depuis le manteau profond. À l'intérieur du diamant se trouvait une minuscule impureté, un éclat d'un minéral appelé ringwoodite. Ce minéral ne se forme qu'à des profondeurs d'environ 400 à 600 km, dans la zone de transition entre le manteau supérieur et inférieur. Quand les scientifiques ont analysé ce minuscule éclat bleu, ils ont découvert qu'il contenait une quantité significative d'eau, environ 1,5% de son poids. Cela semble peu, mais la zone de transition est vaste. Si toute la zone est faite de cette ringwoodite, et si elle est tout aussi humide que cet échantillon, alors le calcul est vertigineux. Cela implique qu'il existe un réservoir d'eau profondément à l'intérieur de la Terre, dont le volume est égal à 3 fois celui de tous les océans de surface réunis. Nous flottons sur une mer cachée. Le Pacifique, l'Atlantique, l'océan Indien ne sont que le trop-plein. Ce sont les flaques à la surface. Le véritable océan est solide, brûlant, et enterré à 400 km de profondeur, verrouillé dans une cage de cristal d'un bleu minéral. Alors,
Comment cette eau profonde a-t-elle atteint la surface? Le moteur fut la chaleur. La jeune Terre était un endroit géologiquement violent. Son intérieur bouillonnait de chaleur radioactive et de l'énergie résiduelle de sa formation. Cette chaleur a généré une activité volcanique massive, à une échelle que nous pouvons à peine imaginer. Des millions de volcans, d'évents et de fissures se sont ouverts à travers la croûte en refroidissement. À mesure que la roche fondue remontait du manteau, la pression se relâchait. L'eau, qui avait été piégée dans la structure cristalline des roches profondes, fut libérée. Elle se transforma instantanément en vapeur. Pendant des millions d'années, les volcans n'ont pas seulement craché de la lave. Ils ont craché du gaz. Ils ont pompé des billions de tonnes de vapeur d'eau, de dioxyde de carbone et d'azote dans le ciel. Ce fut le grand dégazage. La planète était en train de transpirer ses océans dans l'atmosphère. Le ciel est devenu épais et lourd de nuages. L'eau n'était plus dans la roche, mais elle n'était pas encore au sol. Elle était suspendue au-dessus de la planète, une enveloppe globale de vapeur attendant le moment de tomber. La scène était prête pour le déluge. Avant que la première goutte ne puisse tomber, la Terre a dû attendre. Elle était piégée dans une longue et étouffante pause. L'atmosphère n'était pas le voile mince et transparent que nous connaissons aujourd'hui. C'était une couverture écrasante et dense de vapeur d'eau, de dioxyde de carbone et de gaz volcanique. La pression à la surface était immense, peut-être des centaines de fois supérieure à celle d'aujourd'hui. C'était une cocotte minute à l'échelle planétaire. Dans cet environnement, le concept même de météo n'existait pas. Il n'y avait qu'une blancheur uniforme et aveuglante. Le soleil était invisible, une lueur diffuse cachée derrière des kilomètres de brouillard surchauffé. La température planait dangereusement haut, maintenue par l'effet de serre incontrôlé de la vapeur elle-même. C'était un monde en animation suspendue. Une planète retenant son souffle, attendant que la fièvre tombe. L'eau était là, des milliards de tonnes. Mais elle était piégée dans le ciel, refusant de toucher le sol. La planète était bloquée dans une impasse entre le vide refroidissant de l'espace et la chaleur rayonnante de la croûte en fusion. Le refroidissement était inévitable, mais il était lent. La chaleur rayonnait, s'échappant dans le noir, et la température de la haute atmosphère commença à baisser. Elle franchit un seuil critique. Les molécules de vapeur d'eau, qui vibraient d'énergie thermique depuis des millions d'années, commencèrent à ralentir. Elles s'agglutinèrent, elles se condensèrent. Haut dans la stratosphère, les premiers nuages se formèrent. Non pas les nuages blancs et duveteux d'un jour d'été, mais des cellules orageuses sombres, lourdes et violacées qui couvraient le globe entier. Et puis, c'est arrivé. Une seule goutte d'eau s'est condensée autour d'un éclat de poussière volcanique. Elle est devenue assez lourde pour vaincre les courants ascendants de l'air chaud en dessous. Elle est tombée. Elle est tombée à travers des kilomètres de vapeur, a survécu à la chaleur et a frappé la surface noire et déchiquetée du basalte refroidissant. Elle n'a probablement pas fait d'éclaboussure. Le sol était encore trop chaud. La goutte aurait frappé avec un sifflement violent, retournant instantanément en vapeur. Pendant des siècles, ce fut le cycle. La virga, une pluie qui s'évapore avant de toucher le sol. Une pluie fantôme. Mais la roche perdait sa bataille. Chaque goutte qui frappait et s'évaporait volait une fraction infime de chaleur au sol, goutte après goutte, sifflement après sifflement. La surface a refroidi. Et finalement, une goutte a atterri et est restée. C'était le début de la fin du monde sec. Une fois le cycle amorcé, il ne s'est plus arrêté. Ce fut le grand déluge. Ce fut une tempête qui défie toute catégorisation humaine. Il n'a pas plu pendant des jours, des semaines ou des mois.
Les modèles géologiques suggèrent qu'une fois l'atmosphère déstabilisée, il a plu continuellement pendant peut-être 10 000 ans, peut-être même 1 million. Ce fut un déluge de proportions bibliques, mais sans personne pour en être témoin. Imaginez le son, le rugissement implacable et assourdissant de l'eau martelant la roche, sans jamais un instant de silence, jour et nuit, siècle après siècle. Les éclairs auraient été constants, déchirant le ciel sombre étouffé par la vapeur, illuminant un paysage qui se faisait laver à grande eau. Ce n'était pas une pluie fraîche et douce, elle était brûlante et acide. En tombant à travers l'atmosphère riche en carbone, la pluie absorbait le dioxyde de carbone, se transformant en acide carbonique. Elle ne se contentait pas de laver les roches, elle les dissolvait. Elle gravait les montagnes et récurait les vallées, dépouillant la croûte de ses sels et de ses minéraux. Ce fut un récurage chimique violent, un baptême planétaire qui a lavé les péchés de Léon Adéen. Où l'eau est-elle allée? La Terre de cette époque n'avait pas de continents tels que nous les connaissons. Il n'y avait pas de plaines vertes ou de hautes chaînes de montagnes pour retenir la pluie. La surface était un paysage déchiqueté et chaotique, de pics volcaniques et de vastes cratères d'impact de basse altitude, laissés par le bombardement. L'eau a suivi la loi simple de la gravité. Elle a coulé vers le bas. Les filets d'eau sont devenus des ruisseaux. Les ruisseaux sont devenus des torrents furieux de boue, grise et chaude. Et les torrents sont devenus des fleuves. Ils se sont déversés dans les grands bassins, les cicatrices des impacts anciens. Au début, ce n'étaient que des flaques, des mares fumantes et peu profondes au fond des cratères. Mais la pluie continuait de tomber. Les flaques se sont rejointes. Elles se sont approfondies. Elles ont avalé les terres. Les champs de lave furent submergés, sifflant et refroidissant en basalte en coussin sous la marée montante. Lentement, inexorablement, la roche noire fut cachée sous une couverture grise grandissante. L'océan de magma était remplacé par un océan d'eau. Et quand les nuages se sont enfin déchirés, quand le soleil a enfin percé le voile raréfié de l'atmosphère, il a brillé non pas sur une planète rouge, mais sur un monde nouveau, un monde d'îles parsemées sur une mer globale et fumante. La pluie a fini par s'arrêter, les nuages se sont éclaircis et le soleil a percé. Mais le monde révélé en dessous n'était pas la Terre que nous connaissons. Si vous aviez pu vous tenir sur l'un des pics volcaniques solitaires, émergeant des vagues, il y a 3,5 milliards d'années, vous auriez contemplé une mer extraterrestre. L'océan n'était pas bleu. C'était un vert olive trouble et lourd. L'eau était riche en fer dissous. Dans notre monde moderne, l'oxygène de l'atmosphère réagit avec le fer pour créer de la rouille, qui se dépose hors de l'eau. Mais sur la Terre primitive, il n'y avait pas d'oxygène libre. Le fer restait dissous, suspendu dans le liquide, donnant à l'océan global un goût métallique et toxique et une teinte verte profonde. Le ciel au-dessus n'était probablement pas bleu non plus, mais d'un orange rosâtre brumeux, coloré par des niveaux élevés de méthane et de dioxyde de carbone. C'était un paysage aux couleurs maladives, un océan vert sous un ciel orange, chaud, lourd et totalement hostile à la vie qui viendrait plus tard. L'eau était brûlante, peut-être proche de 100 degrés Celsius à la surface, un bain global qui était juste en dessous du point d'ébullition. La caractéristique la plus frappante de ce monde d'eau primitif était ce qui manquait. Il n'y avait pas de continent. Les grandes masses continentales de l'Afrique, de l'Asie et des Amériques ne s'étaient pas encore formées. Le granit qui constitue le cœur de nos continents est une roche plus légère qui flotte haut sur le manteau. Mais le processus de sa création, sa distillation à partir du basalte plus lourd, prend des milliards d'années de brassage tectonique.
Dans les éons adéens et archéens précoces, ce processus ne faisait que commencer. La Terre était un véritable monde d'eau. Un seul océan global ininterrompu recouvrait 95, peut-être 99% de la planète. La seule Terre consistait en des chaînes d'îles volcaniques noires, semblables à l'actuel Hawaï ou à l'Islande, crachant de la cendre dans le vent. Comme il n'y avait pas de continent pour agir comme frein, les courants océaniques étaient féroces. Ils encerclaient l'équateur en boucle libre et ultra rapide. Les marées, tirées par une lune qui était alors beaucoup plus proche de la Terre qu'aujourd'hui, étaient extrêmes. Des vagues de la taille de tsunamis récuraient les îles volcaniques 2 fois par jour, entraînant les débris dans les profondeurs vertes. C'était un monde d'hydrodynamique violente, une machine agitée brassant l'eau et la pierre. L'eau de pluie est douce. L'eau qui est tombée pendant 1 million d'années était de la vapeur distillée et pure. Alors, pourquoi l'océan est-il salé? Le sel n'est pas tombé du ciel. Il est venu de la roche. L'atmosphère de la Terre primitive était épaisse de dioxyde de carbone et de soufre. Quand la pluie tombait à travers ce gaz, elle devenait de l'acide carbonique et sulfurique. Cette pluie acide attaquait les roches volcaniques sur les îles avec une férocité chimique. Elle brisait le réseau cristallin de la pierre, lessivant les ions sodium, chlorure, calcium, magnésium. Ces minéraux se dissolvaient dans l'eau de pluie et s'écoulaient en rivière vers la mer. C'est le grand titrage. Pendant des milliards d'années, les rivières ont agi comme un tapis roulant, dépouillant les continents de leur sel pour le déverser dans l'océan. Et une fois que le sel est dans l'océan, il est piégé. L'eau s'évapore pour former de nouvelles pluies, mais le sel reste. Il se concentre. Au fil des éons, cette altération chimique lente et invisible a transformé le déluge frais et acide de l'Adéen en la saumure salée et alcaline d'aujourd'hui. Chaque tasse d'eau de mer contient le fantôme dissous d'une montagne qui a été emportée il y a bien longtemps. L'océan n'est pas seulement de l'eau, c'est un fossile liquide de la terre ferme. Pour trouver le véritable but de cet océan global tout neuf, nous devons plonger. Nous devons quitter la surface tourmentée par les tempêtes et baignée de radiation pour descendre dans la noirceur écrasante des abysses. Ici, le long des lignes de fracture du fond océanique, là où la croûte est mince et le magma proche, nous trouvons un phénomène qui comble le fossé entre la géosphère et la biosphère. Ce sont les sources hydrothermales. Dans l'obscurité, elles ressemblent à des cheminées, des flèches imposantes, de dépôts minéraux crachant une fumée noire et blanche dans l'eau. Mais ce n'est pas de la fumée. C'est un fluide surchauffé. De l'eau qui s'est infiltrée dans la croûte a touché le magma et a été expulsée vers le haut, chargée de minéraux. C'est le point de rencontre des 2 grandes forces de la planète, le feu et l'eau, un type spécifique des vents, connu sous le nom de champ de Lost City, crée un environnement unique. Ici, l'eau est alcaline, chaude et riche en hydrogène gazeux. Elle remonte à travers des chambres microscopiques en nid d'abeilles dans la roche. Ces chambres rocheuses agissent comme de minuscules éprouvettes. Dans cette obscurité chaude et riche en minéraux, protégée de la violence chaotique de la surface, l'eau fait quelque chose d'extraordinaire. Elle s'organise. Elle agit comme un milieu pour une chimie complexe, brassant les éléments bruts de la Terre jusqu'à ce qu'ils commencent à ressembler à quelque chose d'organisé. L'eau n'est pas une scène passive pour la vie. Elle en est l'ingrédient actif. Dans les océans adéens et archéens, l'eau a agi comme le solvant universel. Elle a dissous les minéraux des évents. Elle a capté la poussière riche en carbone tombant des impacts d'astéroïdes.
Elle a absorbé les gaz chargés par la foudre de l'atmosphère. Elle a pris tous ces ingrédients chaotiques et disparates et les a mélangés dans une solution globale. C'était la soupe primordiale. Mais soupe suggère un désordre. L'eau fait plus que simplement mélanger. Elle structure. À l'intérieur des pores microscopiques des cheminées hydrothermales, les molécules d'eau ont entouré les composés organiques, les protégeant, leur permettant de se concentrer. Elle a permis aux acides aminés, les briques des protéines, de se lier entre eux. Elle a permis aux acides gras de former des bulles, précurseurs des membranes cellulaires. Ce fut un processus de milliards de tentatives et d'erreurs, une loterie chimique jouée pendant des éons dans le noir. L'eau a fourni le havre de paix, le tampon de température et le réseau de transport qui ont permis à ces molécules de se rencontrer, d'interagir et finalement de se répliquer. L'océan n'était pas seulement une masse d'eau, c'était une matrice planétaire. Pourquoi l'eau ? Pourquoi la vie sur Terre n'est-elle pas bâtie sur le méthane liquide, l'ammoniac ou le silicium ? La réponse réside dans la physique étrange et collante de la molécule d'eau elle-même. L'eau est un dipôle. Elle a une extrémité positive et une extrémité négative, comme un petit aimant. Cela lui permet de dissoudre presque tout, brisant les nutriments pour qu'ils puissent être transportés. Mais plus important encore, cela permet la structure. Considérez l'ADN, l'échelle en spirale qui contient le code de la vie. L'ADN est maintenu par des interactions hydrophobes. Certaines parties de la molécule détestent l'eau et s'enroulent vers l'intérieur, tandis que d'autres l'aiment et font face à l'extérieur. La forme de l'ADN, la double hélice elle-même, est sculptée par l'eau qui l'entoure. Sans l'eau pour pousser et tirer sur ces molécules, notre code génétique s'effilocherait dans le chaos. Les protéines ne se replient dans leur forme fonctionnelle que grâce à la manière dont elles interagissent avec l'eau. La vie est, par essence, une danse complexe de molécules suspendues dans le H2O. Nous ne sommes pas seulement des créatures qui boivent de l'eau, nous sommes des créatures faites d'eau, organisées par l'eau et soutenues par la physique unique et anormale de cette molécule simple et unique. L'océan ne nous a pas seulement donné naissance, il est toujours en nous, maintenant la cohésion de nos cellules. L'eau nous est familière. C'est la substance la plus commune de nos vies. Mais pour un chimiste, l'eau est une anomalie. Selon les règles strictes du tableau périodique, l'eau liquide ne devrait pas exister sur Terre. Le H2O est une molécule minuscule et légère. En se basant sur son poids et sa structure, elle devrait se comporter comme ses cousins chimiques, l'ammoniac ou le méthane. Elle devrait être un gaz à température ambiante. Sur une planète comme la nôtre, toute l'eau aurait dû s'évaporer ou geler depuis des lustres. Il ne devrait pas y avoir de juste milieu liquide. Mais l'eau triche. Elle survit en tant que liquide grâce à une propriété unique, appelée la liaison hydrogène. Les molécules d'eau sont collantes. Les atomes d'hydrogène d'une molécule sont magnétiquement attirés par les atomes d'oxygène de leurs voisins. Ils s'accrochent les uns aux autres par une prise fantomatique et transitoire, formant un réseau mouvant qui maintient les molécules ensemble contre l'envie de s'éparpiller en gaz. Ce réseau invisible est ce qui donne à l'eau sa tension superficielle, permettant aux insectes de marcher dessus. Et c'est ce qui permet à l'eau de rester liquide sur une plage de température aussi vaste. Sans cette viscosité moléculaire, les océans s'évaporeraient, notre sang bouillirait et la Terre serait enveloppée d'un brouillard sec et toxique. Il y a une autre règle que l'eau enfreint. Une règle si fondamentale que nous y pensons rarement.
Dans l'univers physique, quand une substance refroidit, elle se contracte. Ces molécules se serrent les unes contre les autres. Elle devient plus dense et plus lourde. La roche solide coule dans la roche fondue. Le fer solide coule dans le fer fondu. Mais l'eau fait le contraire. À l'approche du point de congélation, les molécules s'organisent en une structure cristalline hexagonale rigide. Pour s'insérer dans cette forme, elles doivent s'écarter. La glace est moins dense que l'eau. Elle se dilate. Elle flotte. Cette anomalie est la seule raison pour laquelle nous sommes ici. Imaginez si l'eau obéissait aux lois normales de la physique. La glace serait plus lourde que l'eau. En hiver, la glace se formant à la surface de l'océan coulerait au fond. Les abysses sombres se rempliraient, couche après couche, de glace engloutie à l'abri du soleil, sans jamais fondre. Les océans gèleraient de bas en haut, se transformant en blocs de glace solides qui emprisonneraient l'eau de la planète pour toujours. La vie serait écrasée ou bannie par le gel. Mais parce que la glace flotte, elle forme une peau à la surface. Cette peau agit comme une couverture isolante, piégeant la chaleur dans l'eau en dessous, gardant l'océan profond liquide et assez chaud pour que la vie survive, même lors des ères glaciaires les plus rudes. Le troisième tour de magie de l'eau est sa relation avec la chaleur. L'eau a une capacité thermique incroyablement élevée. Elle est têtue. Il faut une quantité massive d'énergie pour la réchauffer, et une fois qu'elle est chaude, elle refuse de lâcher cette chaleur. La roche, par comparaison, est capricieuse. Dans le désert, là où il n'y a pas d'eau, la température peut passer d'une chaleur torride à midi à un froid glacial à minuit. La roche cuit puis gèle instantanément. Mais les océans agissent comme un stabilisateur planétaire. Ils sont une batterie thermique. Pendant la journée, ils absorbent le rayonnement féroce du soleil sans bouillir. La nuit, ils relâchent lentement cette chaleur stockée dans l'atmosphère, empêchant la planète de geler. Sans les océans pour modérer le climat, la Terre serait un monde de variations de température violentes et mortelles. L'équateur serait un four, et les pôles seraient au zéro absolu. Les courants de l'océan, le Gulf Stream et le Kuroshio, sont la plomberie qui déplace cette chaleur, prenant la chaleur des tropiques pour la livrer au nord. Nous vivons dans la zone tempérée et confortable, créée par ce système de climatisation globale, sans savoir que nous sommes protégés du vide par la mémoire thermique obstinée de l'eau. Nous avons tendance à considérer l'océan comme une installation permanente, une baignoire qui reste pleine. Mais le fond de l'océan est en réalité un tapis roulant en mouvement. Au fond des fosses les plus profondes, comme celle des Mariannes, les plaques tectoniques de la Terre entrent en collision. Une plaque glisse sous une autre, plongeant dans le manteau chaud et visqueux. C'est le processus de subduction. Et à mesure que la roche descend, elle emmène l'océan avec elle. L'eau ne s'écoule pas dans un trou comme dans un siphon. Elle est chimiquement verrouillée dans la croûte. Les roches du fond marin sont saturées, hydratées par des millions d'années de pression. Alors que ces plaques de pierre massives descendent dans le feu de l'intérieur, elles transportent des billions de tonnes d'eau, entraînant l'océan profondément sous terre. Des études sismologiques récentes suggèrent qu'au niveau de la seule fosse des Mariannes, 3 fois plus d'eau est avalée par la Terre que ce que nous avions calculé précédemment. C'est une fuite lente et silencieuse. La planète boit ses propres océans, les ramenant vers le réservoir profond, d'où ils sont probablement venus il y a des milliards d'années. Mais la Terre est un cycle, pas un tombeau. Ce qui descend doit finir par remonter. L'eau entraînée par les plaques en subduction ne reste pas enterrée à jamais. À mesure que la roche chauffe dans le manteau, l'eau est expulsée. Elle remonte, se mélangeant à la roche fondue pour alimenter les volcans explosifs de la ceinture de feu.
Mais parfois, elle revient sous une forme plus étrange. Au fond du Pacifique, il y a des montagnes qui ne crachent pas de feu. Elles crachent de la boue. Ce sont les volcans de boue à suintement froid, des structures imposantes, formées par l'éruption de roches broyées et d'eau sous pression provenant de la zone de subduction. Ce sont les évents du système de plomberie interne de la planète. Ils libèrent des fluides qui ont été piégés sous terre pendant des éons. De l'eau qui a circulé à travers le cœur même du monde. Ce cycle caché, de la pluie à l'océan, du manteau au volcan, agit comme un régulateur à long terme. Il garantit que bien que les océans de surface puissent monter et descendre, la planète elle-même ne s'assèche jamais vraiment. Cette eau profonde fait plus que simplement circuler. Elle remplit une fonction qui maintient la Terre en vie. La géologie nous apprend que la tectonique des plaques, le déplacement des continents, la construction des montagnes, le recyclage de la croûte, est unique à la Terre dans notre système solaire. Vénus est une planète de même taille et de même composition. Pourtant, sa surface est un couvercle unique, verrouillé et stagnant. Elle n'a pas de plaque tectonique. Pourquoi? La réponse, encore une fois, est l'eau. L'eau agit comme un lubrifiant planétaire dans la croûte profonde et le manteau supérieur. Les molécules d'eau ramollissent la roche. Elles abaissent le point de fusion et réduisent la friction entre les vastes plaques de pierre. Sans eau, la croûte terrestre serait sèche, rigide et grippée. Les continents se figeraient sur place. Le recyclage du carbone s'arrêterait. Les volcans mourraient. La planète tomberait dans un coma géologique, exactement comme Vénus. C'est l'eau qui lubrifie les rouages de la terre profonde, qui permet aux continents de dériver. Le sol même que nous foulons n'est mobile que parce qu'il flotte sur une couche cachée de roches humides. L'océan n'est pas seulement un habitat, c'est l'huile moteur de la planète. Pour apprécier pleinement l'étrange beauté de l'eau libre sur Terre, nous devons regarder la concurrence. Pendant longtemps, nous avons cru être le seul monde d'eau dans le système solaire. Nous avions tort. Il y a d'autres océans là-bas, mais ils se cachent. En orbite, autour de Jupiter se trouve la lune Europe, une boule de glace blanche fracturée. En orbite autour de Saturne se trouve Encelade, une minuscule bille de neige étincelante. À l'œil, il semble mort et gelé. Mais la gravité raconte une autre histoire. Alors que ces lunes gravitent autour de leurs parents géants gazeux massifs, elles sont comprimées et étirées par d'immenses forces de marée. Cette friction génère de la chaleur profondément à l'intérieur de leur noyau. Cette chaleur interne fait fondre la glace de bas en haut. Sous la coquille de glace dure comme de la roche et épaisse de plusieurs kilomètres sur Europe, se trouve un océan d'eau salée liquide qui pourrait atteindre 100 kilomètres de profondeur. Il contient plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Mais c'est un océan furtif. Il existe dans une obscurité éternelle, coupé du soleil, des étoiles et de l'atmosphère. C'est une mer piégée dans une cocotte minute planétaire, chaude et riche en minéraux, mais scellée à jamais par un toit de glace. Cette comparaison révèle la véritable anomalie de la Terre. Dans l'univers, il semble que l'état par défaut de l'eau liquide soit d'être caché, enterré sous une croûte protectrice de roches ou de glace. Les océans souterrains sont peut-être communs, mais un océan de surface, un océan nu comme le nôtre, est une rareté. Notre eau repose à ciel ouvert. Elle interagit avec le vent pour créer des vagues. Elle s'évapore pour créer la pluie. Elle réfléchit la lumière du soleil. Cette ouverture rend notre planète vulnérable. Sans la protection d'une épaisse coquille de glace, nos océans dépendent entièrement de l'équilibre délicat de l'atmosphère et du champ magnétique pour les empêcher de bouillir dans l'espace ou de geler solidement.
Nous marchons sur une corde raide. La beauté du Pacifique ou de l'Atlantique réside dans leur exposition. Ils sont les poumons de la planète, échangeant des gaz avec l'air, pilotant le climat et créant les environnements chaotiques et ensoleillés, où la vie complexe a pu développer des yeux pour voir les étoiles. Les océans cachés d'Europe abritent peut-être la vie, mais c'est une vie qui ne connaîtra jamais le concept d'horizon. L'histoire de l'eau ne s'arrête pas à la géologie de la planète, elle se poursuit en vous. Quand la vie a fini par ramper hors de l'océan vers la terre ferme, il y a des centaines de millions d'années, elle a dû faire face à une crise. Elle quittait la matrice. Sur Terre, l'air est sec et le soleil est dur. Pour survivre, la vie a dû emmener l'océan avec elle. Elle a dû intérioriser l'environnement qu'elle quittait. Vous êtes un récipient pour cette mer antique. Le corps humain est composé d'environ 60% d'eau, mais ce n'est pas de l'eau douce. Votre plasma sanguin, votre sueur et vos larmes sont salés. La concentration de sel dans vos fluides est remarquablement similaire à la salinité des océans primordiaux, où la vie a commencé. Nous n'avons jamais vraiment quitté l'eau. Nous avons simplement construit des combinaisons spatiales de peau et d'os pour la transporter avec nous. Chaque fois que votre cœur bat, il pompe une version chimiquement modifiée de la mer archéenne à travers vos veines. Nous sommes des aquariums marchands et d'oxydation, gardant la mémoire du passé profond vivante dans notre propre physiologie. Si vous zoomez encore plus, au-delà des organes et des tissus, jusqu'au niveau microscopique de la cellule individuelle, vous trouvez la même vérité. L'intérieur d'une cellule, le cytoplasme, est un gel aqueux. C'est un océan microscopique. La machinerie de la vie, l'ADN, les protéines, les mitochondries, ne fonctionnent pas dans le vide ou dans un solide. Elles flottent. Ces molécules sont suspendues dans l'eau, poussées et tirées par les mêmes courants thermiques et propriétés chimiques qui régissent les marées. Le repliement d'une protéine, la forme précise qui lui permet de faire son travail, est dicté par la manière dont elle interagit avec les molécules d'eau. La transmission d'un signal nerveux est un flux d'ions à travers un canal aqueux. Au sens le plus littéral, la vie n'est qu'une danse complexe de molécules suspendues dans le H2O. Sans le solvant, la danse s'arrête. La terre ferme sur laquelle nous nous tenons est une illusion. Au niveau cellulaire, nous sommes tous encore en train de nager. Considérez un instant l'eau dans le verre à côté de votre lit. Elle a l'air simple, elle a l'air claire, mais chaque goutte a une histoire qui couvre l'âge entier du système solaire. Cette eau a été forgée dans les derniers souffles d'une étoile, gelée dans le froid profond de la nébuleuse solaire externe et transportée sur Terre, à l'intérieur d'un astéroïde rocheux pendant le grand bombardement. Elle a circulé à travers la planète pendant 4,5 milliards d'années. Elle a été de la vapeur dans l'atmosphère ADN. Elle a fait partie d'un glacier qui a écrasé un continent. Elle a été avalée par un dinosaure et transpirée par une fougère géante. Elle a été entraînée dans le manteau et recrachée par un volcan. L'eau que vous buvez n'est pas neuve. Elle est recyclée, purifiée par la grande distillation planétaire de l'évaporation et de la pluie. Vous buvez les mêmes molécules qui ont plu sur la croûte en refroidissement de la Terre naissante. L'eau est le seul témoin de toute l'histoire. Mais cette histoire ne durera pas éternellement. La Terre est un système clos, mais elle n'est pas parfaitement étanche. Haut dans la haute atmosphère, là où l'air est rare, les radiations ultraviolettes du Soleil brisent les molécules d'eau. L'oxygène reste, mais l'hydrogène, étant léger, peut échapper à l'attraction de la gravité. Il s'enfuit dans l'espace. C'est l'échappement atmosphérique. C'est une fuite lente et silencieuse. Chaque seconde, la Terre perd une infime fraction de son eau au profit du vide, sur des milliards d'années.
ce processus finira par assécher la planète. À mesure que le Soleil vieillira et deviendra plus brillant, la chaleur accélérera cette perte. Les océans finiront par bouillir. L'atmosphère sera arrachée et la Terre deviendra une roche desséchée et morte, semblable à Mars ou Vénus. La bille bleue est un état temporaire, une phase humide dans la longue vie sèche d'une planète. Nous vivons dans l'âge d'or de l'eau, mais cette fin est très, très loin. Pour l'instant, le cycle tient. Le soleil chauffe l'océan, l'eau monte sous forme de vapeur, les nuages se forment et la pluie tombe. C'est le battement de cœur de la biosphère. Écoutez le bruit de la pluie contre la fenêtre. C'est un son qui se fait entendre sur cette planète depuis 4 milliards d'années. C'est le son de l'atmosphère qui refroidit la roche. C'est le son de l'océan qui revient vers la Terre. Nous sommes attirés par ce son. Nous trouvons le bruit des vagues s'écrasant sur le rivage, ou le tambour régulier d'une tempête de pluie profondément et instinctivement apaisant. Peut-être est-ce parce que, dans un sens très réel, c'est le son du foyer. Nous sommes des créatures de l'eau, des exilés de l'océan vivant sur la terre ferme, transportant notre propre mer intérieure en nous. Le son de l'eau nous reconnecte à nos origines, à l'époque où nous n'étions que de simples cellules flottant dans le bouillon chimique chaud de la terre primitive. Et ainsi, l'histoire de l'origine de l'eau est complète. Nous avons tracé le voyage de la goutte, du cœur brûlant d'une comète, jusqu'au ver tranquille à côté de votre lit. Le cycle est fermé. Pour beaucoup d'entre vous, j'espère que le rythme de ce voyage a déjà fait son œuvre. J'espère que le son de la pluie éternelle vous a emporté dans la dérive profonde et sans rêve du sommeil. Si vous vous laissez aller, lâchez prise. Vous êtes en sécurité. Mais peut-être êtes-vous encore là. Peut-être que le silence ne vous a pas encore emporté. Si vous écoutez toujours, si votre esprit vagabonde encore dans le noir silencieux et que vous n'êtes pas prêt à dormir, j'ai autre chose pour vous, un autre type d'histoire. Nous avons passé ce temps à parler de l'eau, mais nous n'avons pas parlé de ce que l'eau cache. Il y a un mystère qui ne réside pas dans le fluide, mais en dessous. Alors, si vous êtes toujours avec moi, restons un peu plus longtemps dans le noir. Abaissons le niveau de la mer dans nos esprits et regardons les choses que la Terre a choisi d'oublier. Notre recherche des terres perdues commence dans la vaste étendue, apparemment vide, du Pacifique Sud. Si vous regardez une carte standard, vous voyez l'Australie et, à des milliers de kilomètres à l'est, les îles de la Nouvelle-Zélande. Entre elles, il n'y a rien d'autre que de l'eau bleue. Cela ressemble à un vide, une zone blanche sur la carte du monde. Mais si vous pouviez arracher cette eau, si vous pouviez retirer le bouchon de l'océan Pacifique, vous verriez quelque chose qui défie les livres de géographie. La Nouvelle-Zélande n'est pas une chaîne d'îles, elle n'est que le plus haut sommet montagneux d'un géant englouti. Sous les vagues se trouve une masse continentale, s'étendant sur près des 2/3 de la taille de l'Australie. Elle a des montagnes, elle a des vallées, elle a des plateaux. C'est un morceau distinct et continu de croûte continentale qui s'est détaché du supercontinent Gondwana il y a 80 millions d'années. Les scientifiques l'appellent Zealandia ou, dans la langue indigène maori, Te Riu Amaui. C'est le 8e continent de la Terre, mais contrairement aux autres, Zealandia n'a pas pu garder la tête hors de l'eau. Son histoire est une tragédie géologique. Tandis qu'il s'éloignait de l'Australie et de l'Antarctique, la croûte s'est étirée. Elle s'est comportée comme du caramel chaud que l'on étire. Elle est devenue de plus en plus mince, et en s'amincissant, elle a perdu sa flottabilité. Elle est devenue lourde. Le manteau sous-jacent ne pouvait plus la supporter. Il y a 23 millions d'années, l'océan s'est engouffré. Les vallées furent inondées d'abord, puis les plaines, et enfin les collines.
94% du continent fut noyé, disparaissant dans le silence bleu. Nous devons essayer d'imaginer le monde qui a été perdu. Avant de sombrer, Zealandia était un radeau vert luxuriant. Il était couvert de forêts anciennes d'araucaria, de fougères géantes et d'expériences biologiques uniques. Parce qu'il s'était détaché du Gondwana avant l'ascension des mammifères, il devint un sanctuaire pour les oiseaux et les reptiles. C'était une terre où les dinosaures auraient pu s'attarder plus longtemps. Ou le tuatara, un reptile qui est le dernier survivant d'une lignée plus ancienne que les dinosaures, marche encore aujourd'hui sur les quelques pics restés au-dessus de l'eau. Quand nous naviguons à travers la mer de Tasman, nous flottons au-dessus d'un monde disparu. Nous nous déplaçons au-dessus de forêts fossilisées et d'anciens lits de rivières qui n'ont pas senti le soleil depuis 20 millions d'années. C'est un continent fantôme, un géant endormi qui repose juste sous notre quille, attendant dans le noir. Alors que Zealandia fut perdu dans les rythmes profonds et silencieux du temps géologique des millions d'années, avant que le premier œil ne s'ouvre pour le voir, d'autres terres furent perdues à l'échelle du temps humain. Pour trouver l'un des plus poignants et des plus hantants de ces mondes engloutis, nous devons voyager vers les eaux froides, grises et turbulentes de la mer du Nord, cette étendue d'océan qui sépare actuellement la Grande-Bretagne du reste de l'Europe continentale. Aujourd'hui, c'est une mer rude et inhospitalière, un lieu de plateformes pétrolières, de parcs éoliens et de lourds chalutiers industriels. Elle dégage un sentiment de permanence, une barrière de sel et de tempête. Mais cette barrière est récente. Il y a seulement 8000 ans, un clin d'œil dans la vie de la planète, cette mer n'existait pas. À la place, il y avait un paradis. C'était le Doggerland. Ce n'était pas seulement un pont terrestre, une étroite bande de terre pour traverser. C'était un subcontinent vaste, luxuriant et vibrant. C'était le véritable cœur de l'Europe. Imaginez un paysage continu et vallonné de toundra, de zones humides et de riches prairies qui reliaient les falaises de calcaire de l'Angleterre directement aux côtes plates du Danemark et des Pays-Bas. La Tamise ne se jetait pas dans la mer. C'était un affluent rejoignant le Rhin pour former un fleuve géant européen qui serpentait paresseusement à travers les plaines avant de se jeter dans l'Atlantique. De grands troupeaux de mammouths laineux, de rennes et de chevaux sauvages erraient ici, paissant dans un paysage qui est maintenant enterré sous 50 mètres d'eau salée écrasante. C'était peut-être le terrain de chasse le plus riche de tout l'hémisphère nord, un lieu d'abondance qui soutenait des milliers de nos ancêtres mésolithiques. Nous le savons non par des mythes ou des légendes, mais parce que la mer rend parfois ce qu'elle a volé. Pendant des siècles, les pêcheurs néerlandais et anglais, traînant leurs lourds filets lestés au fond de la mer du Nord, ont remonté des objets qui n'ont rien à faire dans l'océan. Ils ne pêchent pas seulement du poisson. Ils remontent des défenses noires et fossilisées de mammouths. Ils remontent des crânes de rhinocéros laineux et les bois de cerfs géants irlandais. Et plus glaçant encore, ils remontent des outils d'hommes. Ils trouvent des harpons taillés dans le bois de cerf, des haches de pierre et les os délicats d'humains qui ont vécu, aimé et sont morts sur une terre qui est maintenant un fond marin. Ces artefacts sont les débris d'une civilisation engloutie, la preuve tangible et lourde que là où les vagues roulent maintenant, il y eut jadis la fumée des feux de camp. La fin du Doggerland fut une apocalypse au ralenti qui dura des millénaires. Alors que les grandes calottes glaciaires de la dernière ère glaciaire commençaient leur effondrement final, le niveau global des mers monta. Année après année, génération après génération, l'eau s'insinua à l'intérieur des terres. Les grandes plaines devinrent des marais salants. Les marais devinrent des estrans vaseux. Les forêts moururent, leurs racines empoisonnées par le sel envahissant, laissant derrière elles des forêts fantômes de souches préservées
que l'on peut encore voir lors des marées extrêmement basses sur la côte anglaise. Les habitants du Doggerland étaient des réfugiés d'une catastrophe climatique, forcés de battre en retraite vers les hauteurs, se déplaçant lentement vers les collines de ce qui allait devenir la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. Mais le coup final ne fut pas lent. Il fut soudain, violent et terrifiant. Autour de 6200 ans avant notre ère, un traumatisme géologique massif se produisit au large des côtes de la Norvège. Une section colossale du plateau continental s'effondra dans un événement connu sous le nom de glissement de Storegga. Ce glissement de terrain sous-marin déplaça un volume incompréhensible de roches et de sédiments, déclenchant un méga tsunami. Un mur d'eau d'environ 20 mètres de haut déferla à travers la mer du Nord. Il s'écrasa sur les restes bas et marécageux du Doggerland avec la force d'une bombe. Il dévasta le littoral, noyant les îles restantes et balayant les établissements humains en un seul après-midi. Quand l'eau se retira, la terre était empoisonnée, brisée et en grande partie disparue. La Grande-Bretagne fut coupée de l'Europe. Le cœur du pays fut effacé. Le Doggerland devint un souvenir préservé seulement dans la boue et le silence du fond marin, attendant qu'un filet de pêche ramène ses secrets à la lumière. Bien plus au sud, dans les confins les plus désolés et les plus balayés par les vents de l'océan Indien, à mi-chemin entre l'Afrique, l'Australie et l'Antarctique, repose un autre titan englouti. C'est le plateau de Kerguelen. Si vous regardez une carte aujourd'hui, vous ne verrez que les minuscules îles Kerguelen déchiquetées, également connues sous le nom d'îles de la désolation. Ce sont des pics dénudés, sans arbres, battus par la furie incessante des vents circumpolaires. Mais ces îles ne sont que la pointe de l'iceberg. Ce sont les sommets d'un microcontinent submergé qui fait 3 fois la taille du Japon, contrairement à Zealandia, qui est un fragment de vieille croûte continentale. Kerguelen est né du feu. C'est une province magmatique géante, une accumulation massive de roches volcaniques, créée par un point chaud profondément ancré dans le manteau, qui est entré en éruption continuellement pendant des millions d'années, bâtissant une nouvelle masse terrestre au milieu de l'océan en pleine croissance. Il y eut un temps, il y a environ 100 millions d'années pendant la période du Crétacé, où ce plateau n'était pas une fosse sombre, c'était un pont verdoyant et luxuriant. Des carottes de sédiments forés dans le plateau sous-marin révèlent une histoire surprenante. Enterrés sous les couches de vase marine, on trouve des traces de sol ancien, de charbon de bois et de pollen fossilisé. Ces indices microscopiques nous disent que cette terre engloutie était autrefois couverte de forêts denses, de fougères et de conifères, semblables aux forêts tempérées humides de la Nouvelle-Zélande ou de la Patagonie actuelle. C'était un arc insulaire vert, un tremplin pour les dinosaures et les premiers mammifères migrants entre l'Inde et l'Antarctique, avant que les continents ne dérivent trop loin l'un de l'autre. Aujourd'hui, c'est une plaine sous-marine silencieuse, récurée par les courants marins profonds. Un empire de basalte noyé, où les seuls habitants sont les poissons des abysses et les fantômes d'une forêt qui a coulé il y a des éons. L'histoire des mondes engloutis n'est pas seulement un chapitre de l'histoire, c'est une prophétie de notre propre avenir. Nous avons tendance à voir la carte du monde comme un tableau statique et terminé. Nous traçons des frontières, nous bâtissons des villes côtières, et nous goudronnons des autoroutes le long du rivage, comme si la Terre était permanente. Mais la géologie nous enseigne que le littoral n'est pas une ligne fixe. C'est une limite transitoire et mouvante. Nous vivons actuellement dans une période interglaciaire, une courte pause chaude entre les glaces. Mais comme nous l'avons appris, la glace fond à nouveau.
et le cycle de la transgression marine, l'invasion de la mer, recommence. Si nous regardons la carte de la Terre moderne avec les yeux d'un géologue, nous regardons les futurs continents perdus, la péninsule calcaire basse de la Floride, les vastes deltas des fleuves du Bangladesh et du Mékong, le chapelet d'atolls coralliens du Pacifique. Ce sont des caractéristiques temporaires dans le temps profond de la planète. Elles sont aussi éphémères qu'un château de sable construit à marée basse. À mesure que les océans s'étendront, récupérant l'eau stockée dans la glace, ces terres suivront le sort du Doggerland. Nos villes de verre et d'acier, qui brillent actuellement au soleil, deviendront les ruines sous-marines du futur, colonisées par le corail et le varech. L'océan est patient. Il a déjà réclamé des continents, et il le fera encore. L'eau que nous buvons, l'eau qui nous soutient, est aussi l'eau qui attend de consommer la terre ferme. Nous bâtissons nos civilisations au bord de la bête, espérant qu'elle reste endormie. Mais l'histoire de la terre murmure que la bête finit toujours par se réveiller. Mais l'eau n'est pas la seule chose qui nous protège. Elle n'est pas non plus la seule chose qui bouge sous nos pieds. Haut au-dessus de l'atmosphère, s'étendant sur des milliers de kilomètres dans le vide noir de l'espace, il existe un bouclier de force invisible et scintillant qui rend la vie complexe possible sur Terre. C'est la magnétosphère. C'est une bulle colossale d'énergie magnétique générée par l'océan violent de fer fondu en rotation dans le noyau externe de la planète. Elle agit comme un bouclier déflecteur, déchirant le vent solaire mortel et bloquant les radiations cosmiques qui, autrement, balayeraient notre atmosphère, feraient bouillir nos océans et stériliseraient la surface. Sans cette armure invisible, la Terre serait une roche rouge morte, dépouillée de tout comme Mars. Nous avons tendance à considérer ce bouclier comme permanent, uniforme et indestructible, mais il ne l'est pas. En ce moment même, il y a une bosse dans l'armure, une brèche croissante dans la coque de la planète. S'étendant de la côte du Brésil à travers la vaste étendue de l'Atlantique Sud et atteignant les rivages de l'Afrique australe, se trouve une région connue sous le nom d'anomalie de l'Atlantique Sud. Ici, le champ magnétique de la Terre est radicalement, inexplicablement plus faible que n'importe où ailleurs sur le globe. C'est une zone fantôme. Dans cette région, les ceintures de radiation de Van Allen, des anneaux de particules chargées énergétiques, maintenus en place par la magnétosphère, descendent dangereusement bas, effleurant la haute atmosphère. Pour l'œil humain, regardant depuis le pont d'un navire, le ciel semble normal. Mais pour l'électronique sensible de notre civilisation, cette région est le triangle des Bermudes de l'espace. Quand les satellites en orbite basse traversent cette anomalie, ils sont bombardés par des radiations cosmiques intenses et sans entrave. Les ordinateurs bug et plantent. Les données sont corrompues. Le télescope spatial Hubble est même programmé pour éteindre ses capteurs optiques sensibles lorsqu'il survole cette région afin d'éviter d'être grillé par l'éclat du cosmos. C'est une faille qui s'élargit dans notre défense, une manifestation physique d'une turbulence profondément ancrée dans le noyau de la Terre que nous commençons à peine à comprendre. L'océan de fer là-dessous est agité, et la tempête qu'il crée déchire un trou dans le ciel au-dessus de nos têtes. Cette anomalie n'est pas un événement isolé. C'est le symptôme d'une agitation bien plus vaste à l'échelle planétaire. Nous bâtissons nos systèmes de navigation, nos pistes d'atterrissage et nos cartes, sur l'hypothèse que le Nord est le Nord. Mais le pôle Nord magnétique n'est pas un point fixe. C'est un voyageur. Pendant des siècles, il a erré lentement à travers l'Arctique canadien, dérivant comme une barge paresseuse. Mais dans les années 1990, quelque chose a changé. Le pôle a commencé à accélérer.
Il fonce actuellement à travers l'océan Arctique, s'éloignant du Canada et se dirigeant vers la Sibérie, à une vitesse de plus de 50 km par an. Il se déplace si vite que le modèle magnétique mondial, la base mathématique de toute la navigation moderne, des smartphones aux sous-marins, doit être mis à jour avant l'échéance prévue, juste pour suivre la dérive. Mais cette dérive n'est rien comparée à ce dont la planète est capable. Les archives géologiques, inscrites dans l'alignement des minéraux magnétiques des anciennes coulées de lave, nous racontent une histoire terrifiante. Les pôles ne se sont pas seulement déplacés, ils se sont inversés des centaines de fois dans l'histoire de la Terre. La dynamo magnétique est devenue chaotique. Le dipôle, le nord et le sud bien définis, s'effondrent. Le champ faiblit jusqu'à une fraction de sa force, et des pôles multiples peuvent surgir un peu partout sur le globe. Le sud devient le nord devient le sud. C'est une inversion géomagnétique. La dernière fois que cela s'est produit, c'était il y a près de 780 000 ans. Mais des excursions temporaires plus courtes ont eu lieu plus récemment. L'événement de Lachan, il y a 42 000 ans, a vu la force du champ chuter à seulement 5% de son niveau actuel. Pendant cette période, le bouclier a effectivement disparu. Nous ne savons pas exactement à quoi ressemble une inversion complète vue du sol, mais les modèles sont en temps. Ce ne serait pas un basculement rapide. Cela pourrait prendre des siècles ou des millénaires de chaos magnétique. Pendant cette transformation, le ciel changerait. Les aurores, actuellement confinées au pôle, s'écouleraient vers le bas, illuminant le ciel nocturne à l'équateur. Nous verrions des rideaux de feu néon vert et rouge danser au-dessus des pyramides d'Égypte et des jungles d'Amazonie. Ce serait un temps d'une beauté terrible et d'une vulnérabilité profonde. Un moment où les murs invisibles tombent et où la terre est laissée ouverte à la furie totale et non filtrée du soleil. L'anomalie de l'Atlantique Sud suggère que le noyau prépare déjà la machinerie pour le prochain grand basculement. Alors que nous observons avec anxiété le bouclier qui s'affaiblit au-dessus de nos têtes, nous restons largement ignorants du monde extraterrestre qui se trouve sous nos pieds. Pendant des siècles, les biologistes ont travaillé sur l'hypothèse que la vie était un phénomène de surface, une peau verte mince et fragile, accrochée à la croûte, dépendant entièrement de l'énergie du Soleil. Mais ces dernières décennies, des projets de forage océanique profond et des mines pénétrant à des kilomètres dans la croûte continentale ont révélé une vérité choquante. La vie ne s'arrête pas à la surface, elle descend profondément. Des scientifiques ont remonté des carottes d'échantillons provenant de 3 kilomètres sous le fond de l'océan, de la roche basaltique solide enterrée depuis des millions d'années, et ils y ont trouvé une vie grouillante. Ce ne sont pas des créatures de la lumière, ce sont les intraterrestres. Ce sont des bactéries et des archées vivant non pas dans des grottes ou des lacs souterrains, mais dans les pores microscopiques, remplis de fluide de la roche solide elle-même. Elles vivent dans un monde d'obscurité éternelle et écrasante, sous des pressions qui pulvériseraient un sous-marin et à des températures qui feraient bouillir l'eau à la surface. C'est la biosphère profonde. C'est une découverte qui a fondamentalement réécrit notre compréhension de la planète. Les estimations suggèrent que ce royaume souterrain est si vaste qu'il pourrait contenir plus de biomasse, plus de poids vivant pur, que toutes les forêts, les animaux et les humains de la surface réunis. La Terre n'est pas seulement une roche avec de la vie dessus, c'est une roche qui est vivante, imprégnée d'un réseau biologique caché qui s'étend sur des kilomètres dans la croûte. Mais la vie là-dessous n'est pas comme la vie ici haut. À la surface, la biologie est rapide. C'est une course effrénée pour l'énergie. Une bactérie dans une boîte de pétri ou une flaque peut se diviser toutes les 20 minutes.
Mais dans la biosphère profonde, les ressources sont rares. Il n'y a pas de lumière solaire, pas de flux frais de matière organique. Ces organismes doivent survivre grâce à la faible énergie chimique libérée par le refroidissement de la Terre ou la lente désintégration radioactive de l'uranium dans la pierre environnante. Parce que l'énergie est si limitée, ils ont évolué pour vivre dans un ralenti extrême. Ce sont les zombies de la roche profonde. Les études sur ces microbes des profondeurs suggèrent qu'ils ne se divisent pas en minutes ou en jours. Une seule cellule peut prendre 100 ans, 1000 ans, ou peut-être même 10 000 ans pour se diviser une seule fois. Elles existent dans un état de suspension métabolique, distinguant à peine le fait d'être vivant du fait d'être mort. Ce sont des statues vivantes existant sur une échelle de temps qui frise l'immortalité. Elles sont là-dessous depuis des millions d'années, piégées dans leurs cellules de pierre, indifférentes à l'extinction des dinosaures, indifférentes aux ères glaciaires, indifférentes à l'ascension de l'humanité. Pour elles, les événements chaotiques de la surface ne sont qu'un frisson éphémère. Elles sont les véritables propriétaires de la planète, la matière noire de la biologie, attendant patiemment dans la pierre que le monde change. L'existence de cette histoire cachée et profonde nous mène à une question qui frise la science-fiction. Pourtant, c'est une question posée non par des théoriciens du complot, mais par des climatologues et des astrophysiciens sérieux. C'est une expérience de pensée, connue sous le nom d'hypothèse silurienne. Elle nous force à affronter un angle mort dans notre perception du temps. Nous supposons que nous sommes les premiers. Nous regardons nos villes, notre technologie, notre empreinte globale, et nous croyons être le sommet unique de l'intelligence sur cette planète. Mais la Terre a 4,5 milliards d'années. L'humanité industrielle moderne existe depuis peut-être 300 ans. C'est un ratio si petit qu'il est statistiquement négligeable. L'hypothèse pose une question simple et troublante. Si une civilisation industrielle avait existé sur Terre il y a des millions d'années, bien avant les humains, le saurions-nous? Si une espèce de reptile au Trias ou une espèce de mammifère au Paléocène avait bâti des villes, brûlé du carburant et créé de l'art, resterait-il aujourd'hui la moindre trace physique pour nous dire qu'ils étaient là? Notre intuition nous dit que oui. Nous regardons les pyramides de Gizeh, la grande muraille de Chine, les gratte-ciels de Manhattan, et nous sentons que ce sont des monuments permanents. Nous croyons graver une marque indélébile sur la face de la planète. Mais pour la Terre, notre civilisation n'est rien de plus qu'une texture temporaire. La planète est une machine à recycler d'une efficacité brutale. Lançons la simulation. Imaginez que l'humanité disparaisse demain. Qu'advient-il des preuves physiques de notre existence? Nous sommes fiers de notre ingénierie, mais la nature est patiente et impitoyable. En quelques siècles, l'humidité et l'oxydation feront rouiller et s'effondrer nos structures en acier. Le béton, dépouillé de son armature, se fissurera et s'effritera en sable. En quelques millénaires, les racines des forêts qui reprennent leurs droits broieront nos villes en poussière et les enterreront sous des couches de terre. Mais l'effacement va plus loin. La croûte de la Terre elle-même est en mouvement. Sur une échelle de temps de millions d'années, les plaques tectoniques, même sur lesquelles nous nous tenons, glisseront, se froisseront et fondront. Les continents seront remodelés. Les glaciers récureront la Terre jusqu'à la roche-mère, effaçant tout ce qui s'y trouvait. Les archives fossiles, sur lesquelles nous comptons tant, ne sont pas une bibliothèque complète. C'est un livre déchiqueté. Nous avons des fossiles de dinosaures, certes, mais nous n'avons des fossiles que d'une infime fraction infinitésimale des animaux qui ont réellement vécu. Les chances qu'une espèce spécifique se fossilise sont proches de zéro. Si une civilisation avancée avait duré seulement 10 000 ans,
l'étendue de notre propre histoire jusqu'à présent, puis s'était effondrée. Elle apparaîtrait dans les archives géologiques comme une couche de sédiments pas plus épaisse qu'une feuille de papier. Elle serait indiscernable d'un événement naturel. Les ruines physiques d'un empire ne survivent pas au temps profond. Alors, si les statues, les bâtiments et les machines sont broyés en poussière, que reste-t-il? Comment détecterions-nous une civilisation fantôme? Les scientifiques derrière l'hypothèse silurienne suggèrent que nous ne devrions pas chercher des objets. Nous devrions chercher de la chimie. Nous devrions chercher les mêmes signaux que nous laissons en ce moment même. Quand une civilisation brûle des quantités massives de combustibles fossiles, elle change la signature carbone de l'atmosphère. Elle libère un type spécifique de carbone léger, le carbone 12, qui est absorbé par les océans et verrouillé dans les sédiments. Les futurs géologues, dans des millions d'années, ne trouveront pas nos voitures, mais ils trouveront ce pic d'isotopes de carbone dans la roche. Ils verront une fièvre soudaine et inexplicable dans le registre des températures de la planète. Ils trouveront une couche de technofossiles, des molécules étranges et non naturelles comme les plastiques, et des produits chimiques synthétiques persistants qui ne se dégradent pas pendant des éons. Ils pourraient même trouver une couche de plutonium 244, un isotope radioactif qui n'existe pas dans la nature et qui ne peut être créé que par la fission nucléaire. Ce sont les empreintes digitales de l'industrie. Ce sont les seules choses qui durent. C'est ici que l'hypothèse passe d'une expérience de pensée à un mystère. Quand nous regardons en arrière dans l'histoire géologique de la Terre, nous trouvons des anomalies. Nous trouvons des événements qui ressemblent étrangement à notre propre Anthropocène. Le plus célèbre est le maximum thermique du Paléocène-Éocène, ou MTPE. Il y a environ 56 millions d'années, la Terre a subi un réchauffement global soudain, drastique et rapide. La température a grimpé en flèche. Les océans sont devenus acides. Et surtout, il y a eu une injection massive et inexpliquée de carbone dans l'atmosphère. L'explication standard est naturelle. D'énormes éruptions volcaniques ou la libération d'hydrates de méthane du fond marin. Et c'est probablement la vérité. Mais les données sont floues. La vitesse et l'intensité du carbone libéré pendant le MTP et sont étrangement similaires au rythme auquel nous brûlons actuellement des combustibles fossiles. Nous ne disons pas qu'une civilisation en est la cause. Mais l'hypothèse silurienne nous enseigne une leçon d'humilité. Nous ne pouvons pas prouver que ce n'est pas le cas. Elle suggère que la civilisation pourrait ne pas être une échelle linéaire, mais un cycle. Une fièvre récurrente que la planète survit, oublie et permet peut-être de se reproduire. Le silence de la roche n'est peut-être pas vide. Il cache peut-être simplement les gaz d'échappement d'un empire oublié. Mais la Terre ne laisse pas seulement des signaux chimiques. Elle parle activement. La plupart du temps, nous traversons nos vies sourds à la planète. Nous entendons le vent, le trafic, les voix des autres. Mais il existe un phénomène qui a été rapporté pendant des décennies. Des déserts vides du Nouveau-Mexique aux côtes brumeuses de l'Angleterre, suggérant que la Terre elle-même produit un son. Il est connu simplement sous le nom de bourdonnement. C'est un drone grave, régulier et exaspérant, survenant au seuil même de l'audition humaine. Ceux qui l'entendent le décrivent comme le bruit d'un moteur diesel tournant au ralenti dans une pièce lointaine, ou la vibration d'une machine invisible et massive, fonctionnant profondément sous la terre. C'est un son qui ignore les murs. Il maintient les gens éveillés la nuit, vibrant dans leurs os. Un bruit fantôme qui ne peut pas être enregistré par des micros standards. Pendant des années, il fut rejeté comme un acouphène ou une illusion. Mais les scientifiques
pense maintenant qu'il est réel. C'est le bourdonnement planétaire. Il est causé par l'énergie implacable des vagues océaniques, s'écrasant contre les plateaux continentaux, envoyant des tremblements microséismiques courir à travers la croûte solide. La planète entière sonne comme une cloche, vibrant à une fréquence si basse qu'elle est plus ressentie qu'entendue. C'est un rappel que le sol sous nos pieds n'est pas immobile. Il tremble constamment avec l'énergie de l'eau qui le recouvre. Il existe une autre fréquence, celle-ci ne venant pas du sol mais de l'air. C'est le battement de cœur électrique du monde. L'espace entre la surface de la Terre et l'ionosphère conductrice à des kilomètres au-dessus agit comme une cavité électromagnétique globale. Il fonctionne exactement comme la caisse d'un instrument de musique. Chaque seconde, des centaines d'éclairs frappent la planète. Ces frappes agissent comme des marteaux frappant une cloche, faisant résonner cette cavité atmosphérique. Ce phénomène s'appelle la résonance de Schumann. La fréquence fondamentale de cette résonance est de 7,83 Hz. C'est une onde stationnaire qui encercle la planète, un rythme invisible et constant qui existe depuis que la Terre a une atmosphère. Mais voici la coïncidence étrange. 7,83 Hz est aussi la fréquence des ondes alpha et θ dans le cerveau humain. L'état de relaxation, de méditation et le seuil du sommeil. Nous avons évolué dans ce bain électrique. Notre biologie est accordée sur la fréquence de la planète elle-même. Nous ne sommes pas séparés de la Terre. Nos systèmes nerveux sont synchronisés avec son pouls atmosphérique. Cela suggère une connexion invisible et profonde, une harmonie entre l'esprit et le monde que nous commençons à peine à comprendre. Alors que nous atteignons la fin de ce long voyage, les pièces du puzzle commencent à fusionner en une seule image, à couper le souffle. Nous avons regardé l'eau qui régule la température. Nous avons regardé le bouclier magnétique qui protège l'air. Nous avons regardé la biosphère profonde qui imprègne la croûte et les cycles de destruction et de renaissance qui recyclent la surface. Quand on prend du recul et qu'on regarde ces systèmes travailler de concert, la Terre cesse de ressembler à une roche. Elle commence à ressembler à un organisme. C'est l'hypothèse Gaïa. Elle suggère que la Terre est un système complexe autorégulé qui maintient les conditions nécessaires à la vie. Tout comme un corps vivant maintient sa propre température et sa propre chimie, les volcans sont les évents, l'océan est le sang, l'atmosphère est le poumon, le champ magnétique est la peau, et nous, peut-être, sommes les neurones, la première partie de ce vaste corps planétaire qui a ouvert les yeux et s'est éveillé à la conscience. Nous sommes la manière dont la Terre se connaît elle-même. Nous sommes venus ici en nous demandant d'où venait l'eau. Nous avons découvert qu'elle est une voyageuse cosmique, survivante du feu adéen et sculptrice de continents. Mais en traçant l'eau, nous nous sommes trouvés nous-mêmes. Les atomes de votre corps faisaient autrefois partie de l'astéroïde qui a apporté la mer. Le sel dans votre sang est la mémoire du premier océan. Le rythme électrique de votre cerveau est l'écho de la foudre dans le ciel. Nous ne sommes pas des passagers sur ce navire. Nous sommes ce navire. Nous sommes les formes temporaires que l'eau et la roche prennent pour pouvoir marcher, respirer et s'émerveiller. L'histoire de la Terre n'est pas quelque chose qui s'est passé dans le passé. Elle se passe en ce moment même, en vous. Vous êtes le chapitre actuel de l'histoire. Vous êtes la mémoire de la planète faite chair. Et maintenant, le voyage est terminé. Le cycle est bouclé. L'eau est tombée du ciel, a sculpté la terre et est retournée dans les profondeurs. Les continents perdus dorment dans le noir. Les bactéries cachées attendent dans la pierre. Et la planète fredonne son bourdonnement bas et régulier. Vous pouvez lâcher prise maintenant. Vous faites partie de ce système vaste, résilient et magnifique. La Terre vous a porté depuis l'instant de votre naissance et elle vous portera tout au long de la nuit.
Le silence que vous entendez n'est pas vide. Il est plein de vie, plein d'histoire, plein d'étoiles. Laissez le rythme de la planète vous porter. Laissez le temps profond vous laver. Bonne nuit.